Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un Grand Angle, le grand rendez-vous de débat et d'analyse sur l'actualité de notre pays. Ce soir, nous ouvrons notre page politique avec un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre à Conakry à l'intérieur du pays. La Direction générale des élections a fixé la caution pour la présidentielle du 28 décembre 2025 à 900 millions de francs en guinéens. Une décision jugée dissuasive par certains acteurs politiques, mais que d'autres estiment à la hauteur des enjeux de la transparence et du sérieux de la compétition électorale. Nous en parlerons dans cette émission, dans ce numéro de Grand Angle, avec notre invité, Dr Ben Youssouf Keïta, leader politique, pour comprendre sa lecture de cette annonce et ce qu'elle implique pour le jeu démocratique à venir dans notre pays. Et puis, dans notre focus, nous nous intéressons à un phénomène inquiétant, le phénomène de vol d'enfants dans certaines structures hospitalières de la capitale, un sujet sensible, dramatique même, sur lequel nos chroniqueurs reviendront avec des analyses et des pistes de solutions. Nos chroniqueurs sont déjà bien installés. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous, bonsoir à nos nouveaux fonctionnaires qui ont été officiellement accueillis ce matin à la RTG. Je leur dis bon vent et très bonne chance dans ce milieu professionnel. On peut dire qu'ils ont maintenant c'est fini, ils ont intégré carrément. Complètement. Intégré la RTG. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Diombono, bonsoir spécial à la police routière, nos amis qui nous suivent de temps à autre. Ah ouais. Ouais, ils nous suivent. Ils suivent Grand Angle. Oui, ils suivent Grand Angle. Ils suivent Grand Angle. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Ben oui, ils suivent Grand Angle. J'espère qu'ils ne restent pas sur le Grand Angle que les embouteillages s'installent. Ben, je crois que c'est à 23h ici parce que moi, même après, je me suis posé des questions, mais je dis que l'heure à laquelle Grand Angle passe, c'est. Vous êtes sur le terrain. Mais après, j'ai pensé à la rediffusion et après, les policiers, parmi eux, il y a certains qui sont smart aussi. Oui. Ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Donc merci beaucoup. Mamadou Ali Moussoiré de Mali Yamberen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à David Diombono, bonsoir aux amoureux du foot. Oui. Parce que vous savez, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le Ballon d'Or africain 2025. Oui. Le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions fait partie, Sékou Guirassy. Guirassy, merci Sékou Guirassy. Donc, tellement il a peur de parler de Syrie. C'est un autre. Il ne veut pas parler de Syrie aujourd'hui. C'est un autre. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si toutefois, en tout cas, derrière lui, il y avait des personnalités qui, on pouvait le passer. Ali Mouti l'annonce déjà perdant. Non, c'est ce que ça veut dire. Je te vois venir. S'il y avait, ça veut dire que... Oui, parce que depuis qu'on a déjà annoncé cette liste, déjà, vous voyez les noms de Hakimi un peu partout, de Mohamed Salah. Moi, je me dis que ça se passe inaperçu chez nous ici. Je vous le dis, même dans les éditions, on ne va pas parler de lui. Même à la RTG. En tout cas, on ne nous a pas interdit de parler de lui dans les éditions. On n'a pas interdit, mais je pense que au-delà de ça, on devrait se lever parce que le football, c'est le lobby. Oui, c'est un lobby. Là, je suis d'accord. S'il n'y a pas de lobby autour, je ne sais pas si c'est une chance ou malchance pour Guirassy d'être dans le style national, mais après, c'est ce qui le couvre un peu. Je ne sais pas si c'est négatif ou c'est positif, mais ça ne le fait pas trop quand même en réalité. Oui, c'est carrément une malchance pour lui. C'est clair, voilà. C'est ce que je ne voulais pas dire pour ne pas... C'est carrément une malchance pour lui d'être dans le style. Il aurait été par exemple dans la sélection ivoirienne, dans la sélection, je ne sais pas moi, nigériane, sénégalaise, le résultat qu'il aurait obtenu. On aime bien notre Guinée aussi, mais c'est le constat. On n'a pas beaucoup de grands joueurs. On n'en a pas dans l'équipe nationale. De toute façon, il a été le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions. Oui, bien sûr, ça c'est en Europe, avec son club de Dortmund. Ça compte beaucoup, mais ça compte malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnalités qui peuvent booster vraiment son image pour et je ne sais même pas si ça joue sur son moral, parce que depuis la reprise du championnat, il est moins prolixe. Oui, ça peut jouer, je ne sais pas, il marque moins. En tout cas, Dortmund, par exemple, a gagné hier à 4-2, je ne sais pas s'il a marqué. Il n'a pas marqué. On ne sait pas aussi ce qui se passe au niveau de l'entraîneur, parce que d'habitude, quand il y a des pénaltys, c'est lui qui tire, mais on a vu les pénaltys que son club a eu. Il n'était pas sur les coups. On ne sait pas après qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne l'affecte pas moralement? Moussa Kouyaté, vous n'êtes pas affecté moralement. Bonsoir. Oui, bonsoir David. Bonsoir à tous. Moi, je ne parle pas de Syrie parce que parlant de Syrie, ça nous donne un peu de la migraine. Oui.
avec tout ce qui est là comme résultat négatif sur le terrain. Alors je dis encore bonsoir aux auditeurs, pardon, aux téléspectateurs de Ditine et de Kankalade. Kankalade, c'est une très belle sous-préfecture, une sous-préfecture qui est vraiment alimentée. Ça c'est dans Dalaba. Ça c'est dans Dalaba. Vraiment, je conseille à chacun d'entre nous de faire un petit tour. Moi je connais bien Dalaba. Je connais Kankalade. Tu connais Dalaba, mais tu ne connais pas Kankalade. Moi je connais Kankalade. Voilà, il n'est pas un vrai mais ça, il connaît mieux Kankalade que n'importe qui ici. Je connais très bien Kankalade. En fait, vu qu'il a peut-être fait un tour là-bas, il pense que c'est lui seul qui est parti. Non, vous n'avez pas été à Kankalade. Tu le sais comment? Vous êtes limité à Dalaba. Tu le sais comment? Est-ce que tu connais même Dalaba? Voilà pour le plateau. Le débat a commencé. Voilà pour le plateau de ce numéro de Grand Angle. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages au 627 53 09 99 627 53 09 99. Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info. Vous voulez nous écrire, écrivez-nous à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez les messages, pas d'appel, les messages simplement, et Mamadou Ali Moussoari va les relayer tout au long de l'émission au 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, à savoir le 00 224 avant de mettre donc 627 53 09 99. Le numéro va s'afficher au bas de votre écran grâce au soin de notre réalisateur Alkali Keita, qui est donc mobilisé et mobilisable tous les jours pour nous aider. Dans un instant, le focus avec le vol d'enfants dans les hôpitaux à Conakry. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau avec le focus Mamadou Ali Moussoari. Il faut dire que le phénomène inquiète plus d'une personne. Dans les structures sanitaires de la capitale, on constate que le phénomène à un moment avait disparu, mais ça commence à revenir, des enfants volés et puis retrouvés grâce aux bons soins de la police. Grâce aux bons soins de la police, d'abord il faut regretter que la sécurité vraiment n'est pas assurée dans certaines structures sanitaires chez nous ici. Alors tout a commencé le 1er octobre au CMC Ratoma. CMC, c'est le centre médical communal de Ratoma, où une dame, on ne va pas établir le nom ici, a accouché par césarienne. Et finalement, il y a eu une autre également qui est venue soustraire ce nouveau-né par la complicité, en tout cas selon dit, des sages-femmes qui étaient du jour. Alors, le 1er octobre, lorsque la dame a accouché, finalement, il y a eu une dame qui est venue. L'enquête qui a été ouverte par la direction de la centrale de la police judiciaire a permis d'établir un portrait robot de la suspecte, parce que après le vol, lorsque la dame a retrouvé la conscience, elle s'est demandé où se trouve son enfant. Finalement, les gens ont commencé à parler et il y a eu les caméras du CMC de Ratoma. Il y a des caméras, heureusement, c'est la question que j'allais poser. Qui ont en tout cas identifié une femme qui partait dans la chambre où était alitée la dame qui a accouché. Donc les enquêteurs ont mis main sur un couple d'abord qui a célébré le 7 octobre un baptême. Ça c'est vers le stade général Lansana Conté. Ça c'est à Nongo. À Nongo, oui. Ils ont célébré un baptême, mais au fait l'entourage ne savait pas que cette dame qui se disait qu'il y a eu un enfant, qu'elle était enceinte, parce que beaucoup plus, les gens s'interrogeaient, comment nous on n'a pas su, elle a fait 9 mois ici, comment elle était enceinte. Donc finalement, les enquêtes de rumeur à rumeur avec les réseaux sociaux, la police a fait l'enquête et la suspecte a été formellement identifiée, interpellée le 17 octobre avec son mari. Et lorsqu'elle a été interpellée pour une première fois, elle a dit qu'elle a accouché au CMC de Flamboyant, le centre médical communal de Flamboyant. Oui.
Mais après, c'est à Ratoma, il y avait les femmes de garde qui étaient là, les sages-femmes. Et les 3 sages-femmes ont été aussi arrêtées. En tout cas, devant la presse, selon cette déclaration de la police, les 3 femmes ont reconnu les faits, ont reconnu que la femme n'avait pas accouché au CMC flamboyant, mais plutôt que c'est le nouveau-né qui a été, en tout cas, accouché de... Est-ce qu'on a été demandé au CMC, au centre oui, flamboyant? Les enquêtes sont... Il y a eu toute une enquête qui a été derrière et finalement, ils ont trouvé que c'est l'enfant... C'était la fausseté. La fausseté, c'est l'enfant du CMC Ratoma qui a été volé et la dame était partie pour célébrer le baptême de cet enfant parce que durant tout ce temps, selon ces enquêtes aussi, la dame disait à son mari qu'elle était enceinte. Et finalement, il fallait, parce que c'est 9 mois, après les 9 mois, il faut sortir. Alors, ce que je ne comprends pas dans le récit, Alimou, est-ce que le baptême a été fait avant le vol ou bien le baptême a été fait après le vol? Le vol a eu lieu le 1er octobre. Okay. Une semaine après, le 7 octobre, il y a eu le baptême. C'est ce qui a orienté... C'est ce qui a orienté les enquêtes de la police pour dire attention, le 1er octobre, naissance, 7 octobre, baptême. Et ça aussi, certains se demandaient comment une femme qui n'était pas enceinte a mis... Et ensuite, une femme qui a accouché, sa morphologie, son aspect physique, ça doit changer, c'est totalement différent. Quand une femme est enceinte, surtout dans notre société, en tout cas de façon légitime, on connaît tous comment elle est. Et finalement, c'est une dame qui travaille dans une direction ici. On va laisser les enquêtes finir pour ne pas identifier le nom de la dame et surtout les noms de ces 3 femmes qui ont été interpellées et qui ont été déférées. Idrissa, ça inquiète, non? Et puis c'est sérieux. Agir comme ça, vous n'êtes jamais enceinte, en tout cas si les enquêtes confirment les appréhensions que nous avons, vous n'êtes pas enceinte et puis vous allez prendre un enfant, c'est trop curieux ça. Oui, loin de moi de douaner, si vous voulez, cette dame qui se trouve actuellement dans cette situation inconfortable. Je pense qu'on s'écarte un tout petit peu des causes peut-être de ce qui peuvent conduire à de telles réalités. C'est bien sûr la pression sociale. Je ne suis pas en train de dire que... je ne suis pas en train de prendre un raccourci. Oui, elle a la pression sociale depuis qu'elle est dans un foyer. Elle n'a pas d'enfant. Des fois même on prépare dans les coulisses une seconde femme pour le monsieur. Je pense que c'est une pression que nous, on doit vraiment nous débarrasser parce qu'après, ça a des conséquences néfastes. Ça peut nous mettre face à de telles situations. Le plus souvent, ça peut causer des suicides, ça peut causer des divorces. Mais après, comme c'est par là j'ai commencé, ce n'est pas une raison valable. Mais c'est arrivé ce qui est arrivé. On a appris en tout cas selon quelques informations qu'on a eu à glaner par-ci et par-là. La femme avait, très tôt, elle a fait une fausse couche. Donc, avec la pression de la famille, elle n'a pas osé dire à son mari qu'elle a perdu ce bébé. Donc, elle a continué à faire semblant de garder ce bébé jusqu'à terme. Vu que c'est arrivé aux 9 mois, il faut montrer la tête d'un bébé. C'est à cause de toutes ces pressions je le dis encore, ça ne justifie pas. Non, mais pas après, du tout. Ça, on est d'accord, ça ne justifie pas. Mais après, c'est des facteurs. Ça peut être un facteur. C'est des facteurs qui peuvent poser de tels actes. Je me dis, nous, société, on a vraiment un grand rôle à jouer. À dire que des sages-femmes qui sont impliquées dans ce vol, je me dis qu'on a atteint un niveau qu'on ne devrait pas, où on ne devrait pas arriver parce qu'après, l'hôpital, quand même, c'est censé être... les médecins quand même prêtent, ils appellent ça le serment d'Hippocrate. C'est censé être un lieu sacré, c'est un mythe qui doit entourer ce lieu, mais si c'est ces personnes qui sont censées, comment on appelle, ces personnes à qui on a confiance, si c'est elles qui sont impliquées dans ce genre de trucs, on se demande après... Comment gérer où on va donner la tête. Alors, Safiatou, la seule femme sur ce plateau, en pareille situation, Idrissa parlait de pression, mais lorsqu'on est encore appréhendé, la pression s'accentue davantage, non? Oui, bien sûr. Moi, j'abonde dans le même sens que Cissé. Vous savez, la femme, elle a une telle pression aujourd'hui que elle se donne à ces pratiques-là. Le plus souvent, ce sont ces femmes qui ont leur mari à l'extérieur. Ce sont ces femmes qui sont là, qui n'ont pas de bébé.
Ce sont ces femmes qui sont, excusez-moi, qui sont infertiles, qui se donnent à ces... Parce qu'on a tellement vu ces cas. Moi, ce que je voulais saluer après tout ce qu'il est, parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, ça allait être mes propos. C'est le pesanteur social qui est là, qui joue sur les femmes. Aujourd'hui, quand tu n'as pas d'enfants, c'est le quartier qui te juge, c'est la famille qui te juge, ta propre famille te juge, la belle famille te juge, l'homme même te juge. Après, c'est et sans savoir... Et des fois, on n'épargne l'homme de ces critiques-là. On épargne carrément l'homme. Hein. Oui, mais des fois même l'homme. Mais oui, la responsabilité, pourtant, ça peut venir de l'homme. L'infertilité peut venir de l'homme. Et le plus souvent, d'ailleurs, ça vient de l'homme. Et quand tu demandes aujourd'hui à un homme d'aller faire les tests au même titre que la femme, il se dit non, moi, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce qui prouve que l'homme n'a pas de problème? Bon, ça, mais ça ne justifie pas quand même le vol d'enfant. Ça ne justifie non, mais pas du tout. On en revenait aux causes parce que tout ce qui peut pousser une femme à aller voler un bébé dans un nouveau-né, c'est que la pression est là. D'une autre femme qui vient de porter 9 mois un bébé, et toi tu viens elle sait parce qu'elle a déjà conçu. Elle sait parce qu'elle a déjà conçu, elle a fait une fausse couche, et ça veut dire qu'elle n'est pas infertile. Donc ce qui est arrivé est dommage. Et moi, ce que je blâme, ce sont ces sages-femmes qui ont accompagné cette dame à aller prendre ce bébé. Il le disait tout à l'heure, l'hôpital pour nous c'est un havre de paix. Oui, ça fait que je ne veux pas dédouaner ces femmes-là, mais est-ce que par hasard, une femme qui a accouché et qui est encore inconsciente, une autre se présente, elle peut dire, c'est ma jeune soeur, c'est ma grande soeur, elle a accouché, je veux prendre le bébé. Mais c'est l'insécurité aujourd'hui que... allez vous parler tout à l'heure. Et en pareil cas, vous ne pouvez pas refuser même si vous êtes sage-femme. Oui, non. Mais vous savez qui... Non, attention. Quand tu viens accoucher, quand une femme vient accoucher, on connaît déjà la femme qui est venue accoucher et on connaît l'accompagnant. Ok. Tout de suite là, tu es déclaré qui l'accompagne. D'accord. Si c'est David ou si c'est son mari ou si c'est, je ne sais pas, X ou Y qui l'accompagne, la personne est déjà connue. La personne est déjà connue, elle est identifiée par le service. Donc du coup, moi je pense qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a vraiment pas de doute. De là à avoir une femme, à recevoir une tierce personne qui est venue jusque dans la chambre de la dame, extraire le bébé et sortir, c'est qu'il y a eu des complices. Et ça, c'était le doute. Et ça s'est avéré qu'il y a des complices et des sages-femmes qui ont aidé cette bonne dame-là à accoucher. Ce sont elles-mêmes qui ont contribué à ce geste malheureux. Et moi, ce que je salue, c'est vrai qu'il y a eu tout ce cas malheureux et tout. Vous vous rappelez, à son frère, il y a une autre dame qui avait perdu son bébé dans la même circonstance, qui a retrouvé son bébé. Et cette semaine, on nous annonce cette bonne nouvelle. La dame, elle est toute heureuse, elle est vraiment dans son monde et dans sa bulle et tout. J'aimerais saluer le travail de la police. Franchement, ça a apporté les enquêtes. Ils ont dit qu'ils allaient faire des enquêtes, ils allaient mener des enquêtes, ils l'ont mené, ils les ont menées plutôt, et aujourd'hui nous avons ces résultats. Toutes ces deux femmes... Il reste maintenant à voir dans quel état se trouve l'enfant. Oui, il se porte bien. Il se porte bien. J'ai lu, selon ce que j'ai lu, l'enfant se porte bien. Écoute, l'enfant que tu prends pour toi, tu te dis que c'est ton enfant, mais tu y prends soin. Là, c'est évident. Donc l'enfant se porte bien. Et son baptême même a été fait dans la famille. Il risque d'avoir 2 extraits. Justement, c'est vraiment malheureux pour les femmes. Et on le dit encore une fois, la société n'a qu'à arrêter de mettre la pression sur ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Quand on n'a pas d'enfants, ce n'est pas notre volonté. Quand une femme se marie aujourd'hui, franchement, sa volonté voudrait, son souhait voudrait qu'à une semaine ou un mois après, qu'elle contracte une grossesse. Et tout de suite là, parce qu'elle sait ce qui vient après. C'est toute une pression et qui vient de toutes parts. Et des fois, même le mari se mêle. Tu n'as pas d'enfant. Et c'est ce qui même d'ailleurs pousse certains hommes à prendre 2, 3, 4 femmes. Parce que la première n'arrive pas à concevoir. On a vu quand même qu'on remplit la maison de femmes et jamais l'enfant n'est venu. L'enfant n'est venu. Donc moi, franchement, cette histoire, c'est vrai, c'est une volonté divine. Quand ça arrive, il faudrait qu'on le tienne là et qu'on arrête de mettre la pression sur ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Comme je le dis encore, je le réitère, je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable. La dame, elle n'a vraiment pas... De toute façon, elle est dans les mains de la police et ça explique tout. Oui, Moussa, la pression, le vol d'enfants... Ça peut passer, non? Vous savez, David, il faut être une personne, franchement, 100 fois pour faire un tel acte, quoi. Parce que vous imaginez, une dame, la femme tombe enceinte, pendant 9 mois, elle se le transporte ce poids devant la famille, devant toute la société. Un jour, la dame accouche, soit par césarienne, soit exactement.
vous quittez dans la nature comme ça pour venir ramasser cet enfant. Pas dans la nature. Non, attendez. Il faut vraiment être inhumaine pour faire cet acte. Vous savez, quand une dame est enceinte, elle ne mange pas ce qu'elle veut, mais plutôt elle mange ce que l'enfant qu'elle porte, ce que l'enfant veut. Donc, pendant 9 mois, cette personne a vraiment dans un état très très compliqué, parfois il faut le dire. Après la naissance, quelqu'un vient vraiment prendre le bébé là, mais en complicité avec des personnes censées nous sécuriser dans les structures sanitaires. Vous savez vraiment, ce jour-là, moi... Heureusement, il y a eu les caméras de surveillance. Heureusement, et ça, c'est à saluer. D'où la nécessité aujourd'hui de mettre les caméras de surveillance dans les grands services. C'était un mercredi, moi j'avais accompagné une personne à l'hôpital CMC de Ratouma, même si je ne comprends pas le regard de soirée. Ce jour-là, je tombais juste sur ce acte. Il y avait d'abord, pour un premier temps, le commissariat, les agents du commissariat central de Ratouma là-bas, qui étaient sur place, qui ont fait les premières enquêtes. Mais façon dont, franchement, j'ai vu les parents de cette dame qui a accouché, qui se tordent d'abord de douleur, et puis on l'annonce qu'elle a perdu, que quelqu'un est venu prendre vraiment son enfant. C'est dommage, c'est dommage. Alors l'autre attitude vraiment qui m'a tellement choqué, c'est par rapport au comportement du mari de la dame quand même. Vous vivez avec une personne dans votre concession pendant 9 mois. Laquelle dame? Celle qui a perdu celle qui a volé. Exactement, le mari qui a célébré, comment dirais le baptême vous connaissez pertinemment que votre non, pas pertinemment, Moussa peut-être. Il ne connaît peut-être pas. Il ne connaît pas. David, non, je suis d'accord. Je suis 9 mois, la femme est enceinte. Votre femme est enceinte pendant 9 mois. Vous avez même pas dit vivre ensemble. C'est facile de... Qu'ils vivent ou pas, qu'ils vivent ou pas. Écoutez, même si vous n'êtes pas ensemble, vous vivez à Kassa par exemple, elle vit à Sole Primo ici, mais de temps en temps vous vous retrouvez quand même. Pendant 9 mois, vous n'avez pas constaté une grossesse de cette dame et puis vous permettez de célébrer comme un tel baptême. Je pense que quelque part, le mari même est compris. Oui, il est compris. Il est compris. Au-delà de ça, c'est qu'on doit voir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas au courant, peut-être un membre de votre famille va vous l'alerter quand même que on ne peut pas le juger à son effet. C'est pas possible. Très rapidement, parce que nous avons beaucoup, les téléspectateurs ont réagi. Le facteur aujourd'hui, dans les structures sanitaires, je pense qu'il faut renforcer la sécurité. On a dénoncé ici par rapport à ces gratuités, ces différentes gratuités, mais qui ne sont pas vraiment applicables. Mais si aujourd'hui, ce sont les enfants même qui sont nés dans les structures sanitaires qu'on n'arrive pas vraiment à sécuriser, c'est quelque chose, c'est un problème. Moi, je pense à ce niveau, il faut que l'autorité arrive à prendre toutes les dispositions à renforcer la sécurité. À vous trois, pas à Safi, à vous trois, parce que vous êtes des hommes. Imaginez qu'on n'ait pas trouvé l'enfant, vous êtes le mari de la femme qui a accouché par césarienne. Idrissa, Moussa, Alimou, vous faites quoi? Je porte plainte contre la sécurité sanitaire. C'est clair. Non, ça c'est clair. Il n'y a même pas, il n'y a pas. Ça c'est le premier élément. Le second, le mari de la femme. Les arrête, on les met non, la suite va venir après. Le mari de la femme, elle sera là-bas. En tout cas, moi j'accompagne ma femme quand il y a des genres de situations. Et je veille au grain. C'est ça. En attendant que... Bien sûr. Est-ce qu'il y a signalé avant les téléspectateurs, une femme, quand elle vient accoucher, en principe, doit être accompagnée par son mari. Moi, je me dis que s'il y avait 2 personnes, au minimum 2 personnes, ou au maximum 2 personnes à côté de cette bonne dame, je vous jure que cette dame-là qui est venue prendre l'enfant n'allait pas se le permettre. S'il y avait soit son mari, ou en tout cas un membre de la famille qui était à côté de là, parce qu'il paraît que l'autre était sorti pour aller, je crois, à la maison se mettre à l'aise, un truc comme ça, c'est parce qu'il n'y avait personne à côté de la dame. Quand votre femme accouche, veillez l'accompagner jusqu'à la fin du processus. Moi, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour une femme enceinte. Voilà, en tout cas, l'enfant qui naît, c'est pour tous les deux. En attendant que Monsieur David accompagne Madame Yombuno, bonsoir, c'est Bangoura de Dapompa. Vraiment, ça fait honte pour la Guinée. Attends, reprends le message. Non, c'est pas un message.
Pourquoi le vol d'enfants devient de plus en plus nombreux? À qui la faute? La sécurité? Ou c'est l'État guinéen qui n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des Il y a des choses, c'est notre responsabilité. Les choses sont décentralisées. Merci à vous. Il y a même la responsabilité individuelle par moment. C'est M. Kemoko. Si son mari savait que sa femme n'était pas enceinte, il s'est permis de célébrer le baptême d'un enfant qui n'est pas de lui, certes. Il a consommé le vol et il doit être poursuivi. Je ne serais pas d'accord avec Mme Safia Toukonde dire que quand même une femme n'a pas d'enfant est jugée par sa belle famille et ses voisins, mais elle oublie que c'est Dieu qui donne un enfant au couple. Merci à vous. Salut ma RTG, moi c'est Konaté Mohamed depuis Kindia. Votre émission est favorable. Vous avez parfaitement raison, merci à vous. Le vol d'enfants, je crois qu'il doit avoir des caméras de surveillance, renforcer le contrôle à la sortie des centres de santé et savoir qui doit sortir avec un bébé ou un enfant. Merci à vous. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette thématique. J'espère qu'on va renforcer la sécurité, Aly Molo disait, dans les structures hospitalières de la capitale surtout, parce que c'est à Conakry que c'est très fréquent. En milieu rural, vous ne pouvez pas vous lancer dans une telle aventure. Tout de suite, vous êtes... Parce que c'est à Conakry aussi, il y a beaucoup de femmes mariées, mais après, je ne sais pas comment les catégoriser, mais il y a beaucoup de femmes mariées ici, dont les maris sont de l'autre côté. Donc, quand tu dis à monsieur, je suis enceinte, au bout de 9 mois, monsieur doit avoir un enfant. C'est clair. C'est à Conakry, ça s'ouvre. Même s'il faut aller voler maintenant. Même s'il faut aller voler. Dans un instant, on va parler des politiques avec la fixation par la DGE de la caution pour la présidentielle du 28 décembre prochain à 900 millions de francs en guinéen. On en parle avec notre invité, Dr Ben Youssouf Keita, il est leader politique. Il va nous aider à comprendre à travers sa lecture de cette annonce et ce que cette annonce justement implique pour le jeu démocratique à venir dans notre pays. Mais avant ça, la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 41 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau pour notre débat politique avec un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre dans notre pays. La Direction générale des élections, la DGE, a fixé la caution pour la présidentielle du 28 décembre prochain 2025 donc à 900 millions de francs en guinéens. Une décision jugée dissuasive par certains acteurs politiques, mais que d'autres acteurs estiment à la hauteur des enjeux de transparence et de sérieux de la compétition électorale. Nous en parlons donc avec notre invité, Dr Ben Youssouf Keita, il est leader politique. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, oui. Bonsoir à votre dynamique équipe. Bonsoir, docteur. Alors, vous avez suivi l'annonce de la DG pour la présidentielle de décembre, le 28 décembre. Le corps électoral guinéen est appelé aux urnes. Pour être candidat, il faut payer 900 millions de francs en guinéens. Quelle lecture faites-vous de cette
Je disais, il y a des acteurs politiques qui trouvent que oui, c'est à la hauteur des attentes. D'autres disent que c'est une dissuasion pour peut-être... Bon, peut-être qu'on va beaucoup plus simplifier la question pour lui. Oui. Jusqu'avant-hier, moi, j'ai échangé avec le docteur, il était candidat. Maintenant, pour être candidat, il faut payer 900 millions. Est-ce que le docteur est encore candidat? Très bien. C'est une belle manière. D'abord, monsieur le journaliste émérite, permettez-moi de faire une petite confession, parce que nous sommes des politiques, et nous avons l'œil du lynx. Oui. Tout ce qui est bon, nous le magnifions. Oui. S'il y a des défauts, nous essayons de faire des critiques constructives afin d'y remédier. Oui. Permettez-moi de vous dire que je suis honnêtement aujourd'hui très séduit. Ce n'est pas ma première fois de venir ici. Ils sont témoins. La dernière fois que j'étais là, vraiment j'avais honte, honnêtement. Oui. J'avais honte de l'état de la RTG. Oui. Aujourd'hui, oui. vraiment je tire chapeau, oui. non seulement à la directrice générale, oui. mais au ministre. Là, moi j'applaudis. Merci pour cette reconnaissance pour nous. Oui. Parce que vraiment, on a la fierté. On a une Amazon derrière nous. On a la fierté d'être. Parce que la dernière fois quand je suis venu, très bien habillé, je rentre dans le lieu un peu peinture en train de chuter, plafond un peu par-ci comme ça. Aujourd'hui, c'est comme si on venait de sortir cette RTG de terre et qu'elle est vraiment inaugurée. Tout est bien. Chapeau pour vous. Merci. Merci. Maintenant, la question phare. D'abord, pensons à la bourse du Guinéen. Il faut être pragmatique et objectif. D'abord, il faut saluer ceux qui ont décidé de se porter candidats. Nous sommes 14 millions de Guinéens. Mais il n'y a pas 500 Guinéens qui ont décidé vraiment de briguer des postes électifs, surtout postes présidentiels. Il faut tirer chapeau pour eux parce que c'est un courage. Il faut avoir des ambitions. C'est l'intention d'abord. Voilà, il faut avoir des ambitions, il faut avoir un projet, il faut avoir des défis à relever. Mais nous sommes Guinéens. Nous savons le salaire du Guinéen. Parce que allons à partir de là. À moins que vous n'ayez une activité lucrative ou que vous soyez un gros entrepreneur, si vous avez été fonctionnaire ou vous êtes fonctionnaire comme vous et moi, que ce soit société privée ou société civile ou l'administration, ben, vous ne pouvez pas avoir honnêtement de trésor de guerre comme pour vous lancer dans la campagne électorale présidentielle avec une caution de 900 millions. En clair, le montant est trop élevé. Oui. Mais le montant est trop élevé pour, une fois de plus, des Guinéens comme moi, qui avons passé toute notre carrière ici à travailler, tantôt avec la société civile ou avec les sociétés minières, tantôt avec l'administration, et que nous sommes aujourd'hui à la retraite, mais actifs, et nous avons notre ambition, avec notre expérience, et notre patriotisme, et notre conviction, vraiment de nous mettre au service du peuple à travers la politique, et de participer non seulement au débat politique, mais à la gestion en amont du pays. Docteur, les 900 millions sont trop élevés. Bien sûr, il y en a qui ont des trésors de guerre. Docteur, si vous êtes présenté par un parti, les partis ont été évalués et un des critères d'évaluation, c'est d'avoir un compte bancaire. Ça veut dire que votre parti a un compte bancaire. Bien, je vais vous répondre tout de suite. J'ai été présenté comme candidat indépendant. Indépendant. Voilà, pourquoi pour le moment. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que... Et là, il y a les parrainages. Non seulement il y a les parrainages, mais aussi, je vais vous dire mon histoire en une minute. Le 21 janvier 2022, avec mes amis, j'ai quitté l'UFDG parce que je voulais voler de mes propres ailes avec mon ambition d'être un jour président de la République de Guinée. Ça, j'ai ce rêve depuis plus de 40 ans. Et c'est légitime. Donc, quand nous avons créé le parti le 21 janvier 2022, de là jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait des pieds et des mains pour avoir notre agrément. Malheureusement, nous n'avons pas eu, mais nous avons été compréhensifs parce que le CNRD, à son arrivée, a dit qu'il faut dégraisser le mammouth, c'est-à-dire le nombre de partis politiques qui étaient pléthoriques, il fallait les réduire. Mais nous avions déjà lancé notre procédure. Il fallait continuer. Et parallèlement, nous menions les démarches, nous étions installés par-ci par-là. Et aujourd'hui, c'est les 33 préfectures de la Guinée, nous sommes installés, mais nous n'avons pas eu notre agrément. Raison pour laquelle l'opportunité nous a été offerte par la nouvelle constitution que nous avons défendue bec et oncle, vous nous avez vu un peu partout. Et cette constitution nous offrant la possibilité d'être candidat indépendant, nous sommes lancés dans la bataille. Et je précise bien,
au moment où nous lancions notre demande sur l'honneur à la candidature, nous n'avions pas le code électoral. Nous n'avions pas eu de code électoral. D'accord. Donc, mais nous étions déjà partis parce que le délai était là. Nous avons vu le code électoral, l'article 248, ensuite l'article 341. Ben vraiment, ça nous sommes déjà là-dedans. Il faut nager, il faut essayer de traverser. Si nous pouvons, c'est très élevé. Oui, docteur, justement, par rapport au code électoral, moi, pour avoir un peu échangé avec vous, vous avez accepté de faire votre déclaration d'être candidat sans pour autant lire, sans pour autant connaître, sans pour autant avoir accès au code électoral. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à aller à un tournoi, un match de football sans connaître les règles du jeu? Est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait peut-être que, je ne dirais pas vous êtes sur le carreau, mais que vous patinez un peu? Non, vous savez, il faut être pragmatique. Nous avons eu une note de service de la DGE adressée à tous les candidats, les prétendants, que vous soyez des partis politiques ou que vous soyez indépendants, le 9, plutôt le 7, au petit soir. Et on disait au plus tard le 9 octobre, que toutes les listes devaient être déposées. D'abord votre candidature et désigner votre représentant dans la commission, soit commission de saisie des parrainages ou commission économique. Hein, de 48 heures. Mais le code électoral avait été, en un mot, accepté par le président de la République. Malheureusement, ça n'a pas été distribué. Alors, est-ce qu'il fallait attendre que nous ayons le code électoral? Cela signifierait que le 9 serait passé. Nous serons hors jeu. D'accord. Ou, connaissant notre probité et sachant notre engagement pour effectivement contribuer vraiment à la vie politique de ce pays, nous avons dit, et puis on va aller... Oui, mais après, docteur, la logique voudrait que vous connaissiez, qu'on connaisse les règles de la compétition avant de s'engager. C'est ça la logique des choses. Voilà, mais je vous dis, et je répète bien, beaucoup, et pratiquement tous les candidats, qui soient indépendants ou candidats des partis politiques, avions dénoncé cela. Ah, d'accord. Nous l'avions dénoncé. Nous avons dit, voilà, surtout nous les indépendants qui sont pris au piège, nous avons dit, voilà, c'est 48 heures ou 72 heures, voire même une semaine après que la déclaration de ce porté candidat ait été lancée, que vous nous donniez maintenant le code électoral. D'accord. Nous avons vu, eh bien, on essaie de faire ce qu'on veut. Docteur, vous dites que 900 millions, c'est trop. Mais s'il y a 10 candidats, par exemple, ça fait 900 milliards. Si vous êtes élu à la présidentielle, ça fait une bonne cagnotte, non, pour commencer? Oui, mais on ne fait pas pour avoir la cagnotte. Non, pour commencer les programmes. C'est une bonne base pour vous, si vous êtes élu. On sait bien que les élections viennent avec des dépenses. Bien sûr. Et les gens que les documents électoraux, les bulletins de vote, tout ça, c'est à imprimer, c'est de l'argent, c'est vrai, nous devons contribuer. Mais honnêtement, je dis, pour le commun des Guinéens, 900 millions, c'est trop. Docteur, moi je veux comprendre pour cette Guinée ambitieuse, si on dit que 900 millions c'est trop, est-ce qu'on n'est pas en train de rechercher des présidents pauvres? Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, il est venu à 36 ans. Avait-il un trésor de guerre? Non, mais en ce moment, Alpha Condé, excusez-moi, nous parlons objectivement. Laissez-le répondre. Vous comprenez? 40 ans, il est venu. Pas Alpha Condé, trésor. Oui, il n'avait rien. Mais le parti avait quelque chose. Non, le parti avait quelque chose. Aujourd'hui, parlons même du général, même si on ne sait pas si les canaux pour le moment, il ne s'est pas... Il ne s'est pas déclaré. Mais vous avez vu déjà des commissions qui sont formées pour essayer de collecter, si au cas où il serait candidat, pour payer sa caution. Et c'est le président de la République. Et vous avez même vu un maire, chef d'une délégation spéciale de Sigiri, chez moi, qui a décidé de donner 1 kilogramme d'or. Ça signifie que les Guinéens n'avons pas vraiment ces 900 millions. C'est pas possible. Il faudrait que... le ministre du président, il n'a pas ça.
S'il doit se présenter, peut-être il n'a pas... C'est pour cette raison qu'il y a les dons, il y a le legs, il y a la commission pour aller. Mais docteur, vous avez cette ambition de briguer la magistrature suprême. Est-ce qu'il faut confier le pays à quelqu'un qui n'a pas, disons, 100 millions ou 50 millions dans son compte bancaire? Je ne sais pas. Vous pensez que 900 millions... Il n'y a pas de risque? Il n'y a absolument pas de risque. 900 millions, c'est trop pour quelqu'un qui veut être président de la République. Permettez-moi. D'accord. Ibrahim Traoré, il est venu avec l'argent? Non. Non, mais c'est pas la même chose. Non, je viens. C'est pas la même chose. Il répond. Non, mais il ne répond pas. C'est sa réponse. C'est ma réponse à moi. C'est vous dire que vous pouvez venir milliardaire, comme Donald Trump aux États-Unis. Vous pouvez venir milliardaire, avoir encore besoin de l'argent. Même il a eu besoin d'Elon Musk. Évidemment. Vous comprenez? Ce n'est jamais suffisant. Vous pouvez venir sans un franc en poche, mais avec votre patriotisme, votre honnêteté, et surtout en sachant que vous êtes venu pour servir le peuple, non pour vous servir, eh bien vous allez faire une gestion correcte. Je prends toujours comme témoin, comme exemple, Sékou Touré. Donc c'est possible. On n'est pas obligé d'être milliardaire. Nous ne sommes pas obligés d'avoir de l'argent, d'être très riches pour venir briguer la magistrature suprême. Sinon, ça sera achat de conscience, ça sera vraiment soudoyer par-ci par-là, achat de votes. Donc vous pensez que le montant est dissuasif? Le montant est très dissuasif. Ok. On comprend clairement la position du docteur par rapport à cette caution qui a été fixée par la DG. 900 millions par candidat. Et vous ne trouvez pas que cela va décourager assez de candidats? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est le plafonnage de la campagne électorale. Je crois que c'est fixé à 40 milliards. 40 milliards. Là, c'est le plafond. C'est qu'on doit, aucun candidat ne doit dépasser cette somme-là. Est-ce que même ça, vous pensez qu'il y a des candidats qui vont même y mettre 1 milliard? Parce que déjà devant 900 millions, ça crie. Il y a des problèmes. D'abord, 900 millions, ça crie un peu partout. Si on n'arrive pas à payer la caution, est-ce que la campagne sera aussi... 900 millions, ça va dissuader beaucoup. Ça va être beaucoup. Même moi, si je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de trésor de guerre. Donc vous ne serez pas candidat? Non, j'ai dit si je n'ai pas de sponsor. Oui, si vous n'avez pas de sponsor, j'espère bien avoir des sponsors et des gens qui me font confiance, et c'est pourquoi je profite. Le préfet de Ségiri vous suit. Le préfet de Ségiri vous suit. Il y a beaucoup d'or à Ségiri. Voilà, le préfet allez exploiter des maintenant. Je profite de votre plateau pour lancer un appel à tous les Guinéens. Vous n'êtes pas dans la campagne. Non, parce que l'article, comment on appelle ça, 271 du code électoral dit que les cautions peuvent être payées une partie par d'abord l'État qui doit subventionner, ensuite les dons, les legs. Donc c'est tout à fait logique, tout à fait normal. La caution. Et maintenant, je vous dis honnêtement, si nous ne réussissons pas à avoir ce montant, ça va nous dissuader. Pour une première partie. Mais vous savez, Abdoulaye Wade a dit que quand vous êtes en face d'un obstacle, vous avez deux solutions. Affronter, rentrer dedans directement, ou bien contourner. Donc ça signifie que nous avons choisi l'option de contourner pour aller voir. C'est que nous allons arriver. Donc la deuxième question, il a dit le plafonnement. Oui, le plafonnement, nous sommes d'accord pour un plafonnement. Nous sommes d'accord pour un plafonnement. Quoique, 40 milliards pour nous, c'est astronomique. Mais on n'a pas dit que tout le monde doit arriver là-bas. Mais on ne doit pas dépasser. Le plafond, il faut toujours un plafonnement. Parce que comme M. Souare a dit, plutôt, il y a des Guinéens qui sont très très riches. Très très riches. Ça existe. Parce que le pays est vachement riche. Il y en a qui ont réussi, soit à travers des entreprises privées, en tout cas par leur effort, à se faire vraiment beaucoup d'argent et des trésors de guerre. Ça existe. Il y en a par contre, comme nous, qui n'avons pas de trésor de guerre. Mais donc, c'est normal qu'il y ait un plafonnement. Une fois de plus, pour éviter vraiment l'extravagance et pour éviter, quelque part, l'achat massif de conscience. D'accord. Alors, on va prendre... réaction des téléspectateurs. 2 réactions rapidement avant les autres. Bonsoir,
grande RTG, c'est M. Mara depuis Kakande Bokeh. Votre émission Grand Angle est écoutée partout en Guinée. Vraiment, bravo à vous. Merci à vous. Merci. C'est Bangoura Kerfala de Dabompa. Vraiment, la caution est trop élevée. Et je demande au président de diminuer la caution. Je veux... C'est pas de quel... c'est pas... Parce qu'on n'a pas... C'est la DGE qui a fixé. Je veux sa candidature, excusez-moi de lire ça, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut faire l'affaire comme lui. Laissez-moi également. Bonsoir, docteur. C'est Lamarana. Je suis votre admirateur. Même Emilia, c'est petit avec les parrains. Vont payer encore. Merci à vous, docteur. J'attends que Lamarana va appuyer, docteur. Non, d'ici la fin de la émission, docteur. Non, c'est déjà lancé. Juste le dernier, je veux commencer à remercier mon leader Keïta en lui disant aussi qu'il faut reconnaître que les rénovations des bureaux sont l'œuvre du président général Doumbouya. Les cautions de 900 millions, c'est tout à fait normal. On ne crée pas un parti politique qui le veut. Il faut être à la hauteur. Je voudrais aussi dire que le temps les temps ne sont pas les mêmes. Il est normal de réduire le nombre de partis politiques. C'est M. Mara Adama qui nous a écrit. Et l'autre, je pense qu'on va lire ça juste après l'émission. Ok. Alors, docteur, est-ce que les 900 millions que la DGE a fixé comme caution, est-ce que ce n'est pas pour empêcher peut-être trop les désordres? Parce que si tout le monde peut payer le montant, beaucoup de candidats, ça va forcément faire désordre. Et on risque d'aller des fois, par exemple, à un second tour, des choses comme ça. On a vu en 2010 24 candidats. Oui, quelque part, c'est fait effectivement pour décanter, mais cette manière de décanter ne va pas se... Alors, vous avez parlé, docteur, les 900 millions sont de pro. Il y a l'autre pan également. Est d'accord pour la décantation. Alors, ma question, David, on est d'accord, il y a ces 900 millions. Au-delà de ça, on demande également 30% de parrainage pour être candidat, en tout cas candidat indépendant. Oui. Bien, effectivement, il y a deux types de parrainage. Il y a deux types de parrainage. Il y a le parrainage citoyen. Quand nous lancions notre demande sur l'honneur, c'était bien dit qu'il y aurait des parrainages. Nous pensions au parrainage citoyen, c'est-à-dire vos militants, vos sympathisants, les gens qui font confiance, les citoyens lambda, vous recueillez leur signature avec leur numéro de téléphone et leur carte électorale un peu partout sur le territoire national. Nous pensions à cela, monsieur. Mais nous avons été surpris. Mais c'est là où je dis que nous avons été pris au piège, parce qu'on ne peut pas aller contre, parce que ça existe dans le code électoral. C'est le parrainage institutionnel. Et pour le parrainage institutionnel, il y a deux lots. Le 248 dit qu'il faut le parrainage des maires. 30% des maires sur 70% des communes entières de la Guinée. Mais les maires que nous avons, ils ne sont pas des maires élus. Ce sont des présidents de délégation. Ce sont des nommés. Il fallait les maires. Alors, la DG a trouvé l'astuce, ou le MATD a trouvé l'astuce, d'aller à l'article 341 du Code électoral, qui en compte 343. On a mis avant-dernier, pour dire comme ça, où on dit que c'est les présidents des délégations spéciales. Cette fois-ci, on ne dit pas en tant des élus, mais des présidents de délégations spéciales qui doivent donner leur cutus. Et cela aussi, c'est 30%. Mais tout récemment, je ne sais pas, tout récemment, nous avons vu, à travers vous les médias, il y a 2 jours, que tous les présidents des délégations spéciales de la Guinée, avec les maires, ont décidé d'accorder, même si le journal ne s'est pas pris avant, mais ils ont déjà décidé d'accorder leur signature, leur voix, leur parrainage. Ils ont déjà dit. Mais voyez-vous, nous avons les documents. Quel maire on va les voir? Ils ont déjà envoyé les. Ils ont déjà dit qu'ils soutiennent les candidats qui ne sont pas. Alors, très bien désigné. La cause est entendue. Alors,
voit vraiment avec cette procédure. Il y a une autre solution. Vous ne serez pas candidat. Alors, vous avez parlé justement de l'option du président Abdoulaye Wade. Soit vous rentrez directement dedans, ou vous contournez. Alors, à l'allure actuelle, on voit que vous ne serez vraiment pas candidat avec cette caution. Alors, non, il va contourner. Non, on est à 100 à l'heure. Il va contourner comment? On est à 100 à l'heure. Il va contourner comment? Non, il dit qu'il a la solution. Il dit qu'il a la solution. Alors, qui vous allez soutenir? Est-ce que... il est candidat Moussa, on n'y est pas d'abord. Non, il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Donc, il n'a pas les 900 millions, il n'a pas candidat David. Non, il a les militants. Alors, l'UFDG, votre ancienne formation politique, elle est suspendue. Le RPG est suspendu pour le moment. À qui vous allez soutenir? Bien, pour le moment, je ne soutiens personne, je suis candidat. Voilà. Je suis candidat. Je vous ai dit... David n'est pas dans son parti. Je vous ai dit qu'il y a deux possibilités. Soit vous affrontez, vous il y a plus de solutions. Parce que il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont habilités. Qui pourront peut-être vous porter. Exactement, madame. C'est pas exclu. Il peut y avoir des coalitions autour de lui. Voilà, c'est pas exclu. C'est pas exclu que d'ici demain ou après-demain, d'abord quelqu'un comme Lamarana a dit ou d'autres ont dit, bon, ma caution. Ah, il a retenu Lamarana. J'ai retenu. Comme un verset. Et aussi, c'est pas exclu qu'un parti politique bien implanté, bien expérimenté, qui, me faisant confiance, peut-être, verrait comme un candidat qui pourra porter sa couleur à un candidat idéal. Et là, ce sera le contour dont je vous ai parlé. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, la dernière question avant la rubrique, ça se dit. On a beaucoup de téléspectateurs. Ok, on va les prendre. Mais j'espère que ce n'est pas les Lamarana encore. Est-ce que, si par exemple, votre caution est payée, à votre avis, quelles sont vos chances d'être au palais Mohamed V? Si toutes les conditions sont remplies, quelles sont vos chances? Mes chances sont extrêmement élevées. D'accord. Pourquoi? Parce que quand vous allez à un combat ou vous allez à une compétition, vous allez avec l'esprit de gagnant. Ça c'est la foi, ça. Voilà, vous allez pour être premier. Et je ne sais pas parmi nous tous ici, quels sont ceux qui sont allés à l'examen en disant peut-être je vais être 4e ou 5e ou 10e. On va toujours pour être premier. Ou bien, vous travaillez pour ça. Ce que vous connaissez. Donc, moi je me dis... Il y a plus de 40 ans, j'ai l'ambition. Donc je me suis préparé depuis très longtemps à un jour être candidat à la présidentielle et peut-être la remporter. C'est pas pour rien que j'ai quitté l'UFDG, je vous ai dit bien. 15 ans je suis à l'UFDG, j'ai quitté sans problème parce que j'avais purement et simplement l'ambition, moi-même, de briguer la magistrature suprême. Si l'opportunité m'est offerte, je vais, avec toutes les chances mises de mon côté, je vais être au podium. Et je vais être au podium premier, avoir la médaille d'or. D'accord. Si par hasard je n'ai pas la médaille d'or, si j'ai la médaille d'argent ou la médaille de bronze, mais il faut que j'ai la médaille. D'accord. En tout cas, on espère que quand vous aurez la médaille d'or, quand vous serez au palais Mohamed V, on va vous inviter sur le plateau des Grands Angles et vous allez revenir. Alimou, réaction des téléspectateurs. Rapidement, bonsoir messieurs. Moi je pense que ce montant est normal pour l'avenir de la Guinée. Salut, moi c'est Camara Cabinet depuis Sigiri Bouré. Votre débat est très important pour les Guinéens. Merci beaucoup, merci à vous. Bonsoir, c'est Thomas Condé. Merci vraiment à Dr Ben Youssouf. C'est un homme de vérité. Je pense bien qu'il peut être un bon président pour nous. On n'est pas en campagne, messieurs. Bonsoir. Grand Angle, c'est Abdoulaye Bangoura. Je trouve votre émission très intéressante. Cependant, j'aimerais savoir où en sommes-nous avec l'intégralité sur la liste électorale des autres partis politiques les plus célèbres que vous connaissez déjà. Merci à vous. Bonsoir. Aidez-nous pour les compteurs prépayés à Tombolia. Pour le moment, chacun son problème. Nous ne sommes pas avec les compteurs prépayés. Bonsoir Grand Angle, vous êtes les meilleurs également. Merci à vous. Et il revient toujours sur les compteurs prépayés avec Cissé. Cissé, qu'est-ce que j'ai à voir dans ça? On peut continuer. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Dans un instant, on va passer à la rubrique Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou.
De retour donc sur ce plateau contre notre rubrique Ça se dit. Docteur, alors nous avons dans cette émission, avant de la boucler, une rubrique on dit Ça se dit. C'est-à-dire on vous rapporte les propos des téléspectateurs sur ce que vous faites, sur vos ambitions, sur ce qu'ils connaissent de vous. Et après on vous laissera le temps de réagir. Je rappelle que ces propos peuvent ne pas refléter la réalité. Vous aurez le temps de réagir. Sans langue de bois. Ok. Sans langue de bois, donc vous allez répondre. Idrissa, ça se dit que... Docteur Amadou Ouriba, le nom vous dit quelque chose? Baouri, oui. Oui, Premier ministre actuel. Ça se dit que vous êtes le format réactualisé, politiquement parlant pour lui, pour le soutenir au cas où le président Doumbouya serait candidat pour que vous puissiez l'aider à battre campagne. Je vous dis, je répète que je ne soutiendrai personne. Je veux aller moi-même au four et briguer la présidentielle. D'accord. La présidence. D'accord. Docteur, ça se dit que 30% des présidents de délégation spéciale, on s'attend à ce qu'on arrive à avoir seulement 3 candidats indépendants, parce que 3 fois 3 c'est 9, et les restes là ne peuvent pas soutenir. Et parmi les 3, le nom de Ben Youssouf n'y est pas. Ça se dit comme ça. Si ça se dit, eh bien, si la réalité est telle, eh bien, nous l'acceptons. Ok. Voilà. Ok. Moussa, ça se dit oui, que... docteur, ça se dit que docteur Ben Sekou Silla, Ben Youssouf Keïta va toujours soutenir l'idéal ou l'idée du pouvoir en place. Eh bien, depuis le 5 septembre, je me suis inscrit dans le soutien au CNRD parce que nous avons cautionné l'arrivée du CNRD. Quand vous soutenez quelqu'un, vous l'accompagnez pour qu'il réussisse. Oui. Mais ça, nous sommes maintenant en phase électorale. Je suis candidat. Quel que soit le candidat qui sera en face de moi, je vais me battre pour gagner. D'accord. Ça se dit, docteur, que vous avez été, c'est des propos relayés, que vous avez été plutôt remercié par l'UFDG et que vous n'avez pas démissionné. Non, je n'ai pas été remercié par l'UFDG. Après la prise du pouvoir de l'armée, j'ai été au mois de novembre, parce qu'une fois de plus, je vous dis que je suis venu avec mon ambition d'être un jour moi-même président de la République de Guinée. J'avais cette ambition depuis plus de 40 ans. Il y a des compatriotes qui m'écoutent, il y a des collaborateurs avec moi qui ont fait Cuba avec moi, qui sont avec moi depuis plus de 40-50 ans. Ils savent que j'ai toujours cette ambition. D'abord, j'ai été secrétaire général du syndicat des travailleurs à Redor pendant 15 ans, plébiscité. Bon, j'ai quitté quand j'avais 15 ans, je suis venu à l'UFDG. J'ai gravé tous les échelons et j'ai donné tout ce que je pouvais. Je peux vous dire aujourd'hui sur ce plateau, c'est grâce à Dieu et à moi que l'UFDG a été implanté fortement en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Personne ne le contredira. Et j'ai travaillé, moi aussi j'ai bénéficié vraiment d'une grande expérience. C'est grâce à l'UFDG que j'ai connu toute la Guinée. C'est grâce à l'UFDG que j'ai été député, président de la commission santé, éducation, jeunesse, sport, art, patrimoine historique pendant 6 ans. Mais je suis venu avec mon ambition. Et il faut savoir l'heure à laquelle vous devez partir, il faut savoir partir. Donc, je suis venu rencontrer le président Cellou Dalein Diallo, il m'écoute là, en novembre. Donc, septembre, la prise du pouvoir, octobre, novembre, aucun souci entre l'UFDG et le CNRD. C'était le parfait amour. Vous savez, vous pouvez le confirmer. C'était le parfait amour. Et je suis venu en ce moment demander que je voudrais créer ma formation politique pour moi essayer de briguer et de participer à ma manière au débat politique. Donc avec Cellou, nous sommes séparés en très bons termes. On s'est donné des bénédictions et depuis lors, je me suis dit, comme c'est moi qui ai demandé à partir, ils me l'ont accordé. D'ailleurs, malgré eux, parce que le dernier jour que je devais partir, et là Cellou a dit que ses collaborateurs demandent à ce que je reste. Mais ma décision était déjà prise pour partir. Donc quand vous avez quitté une maison qui vous a tout donné, il est clair que vous ne pouvez en aucune condition jeter la pierre dans cette maison et être ingrat. Non. Alors, partout où je serai reconnaissant avec le FDG. J'ai mon ambition et je vais là. Donc, j'ai pas été Docteur, justement, parlant de Dalein, vos liens maintenant avec l'homme? Bon, honnêtement, moi je suis très franc. Nos liens sociaux, c'est bon, mais depuis 3 ans, on ne se parle pas. Ah ouais? Oui, depuis 3 ans. Pas de lien. Maintenant, la dernière... Vous avez échangé avec Alpha Condé? Échanger avec Alpha Condé? Oui, la dernière... Ça vous fait peur? Non, je n'ai jamais échangé avec Alpha Condé. À travers, je vais vous faire une révélation. C'est pour cette raison, partout où je suis, je remercie Bantamasso. Aujourd'hui, il n'est pas là.
où qu'il se trouve, qu'il ait mes remerciements. Parce qu'il a eu de bonnes intentions pour moi, alors que j'étais un des membres actifs du FNDC. Et vous avez suivi, j'avais même une descente musclée. Les militaires, un vendredi, c'était avec Babou, je ne sais pas comment ça s'appelle, Fabou, DPJ, pour me prendre comme un poulet et m'envoyer en prison. J'ai été sauvé par Bantamasso, Damantan Camara, comment on appelle ça, Bourema Condé, avec qui, malgré que j'ai dans l'opposition, nous avons de très bons rapports sociaux. Donc, Bantama, effectivement, avait fait, et Alpha était prêt à me nommer comme ministre. Mais, j'ai dit non. Il était retourné. Parce que, purement simplement, au même moment où moi j'ai échappé, Ousmane Gawal, Selou Baldé, Sérif, Soropogui étaient en prison. Vous comprenez? Donc, j'ai été sauvé. Sinon, moi aussi, je serais parmi les choses qui sont là-bas aujourd'hui. Alors, la dernière question. Si, supposons que ça ne marche pas et que la candidature ne soit pas validée, vous soutiendrez qui? Si. Oui, si on peut mettre Paris dans la bouteille. Voilà. Mais essayons de mettre Paris dans la bouteille. Peut-être que votre ami sur l'émission, Baouri. Non, oui, j'ai eu de très bons rapports quand j'étais à l'UFDG. D'ailleurs, je peux dire aujourd'hui, si votre candidat... si quelqu'un m'a respecté, honnêtement, m'a respecté dans l'UFDG, honnêtement, je vous dis, c'est Baouri. Depuis qu'il est ministre, Premier ministre, on s'est vu une seule fois au Sino-Guinéen lors d'une cérémonie de décès. Moi, je ne fréquente pas les gens. Donc, si demain, après-demain, je devais soutenir qui que ce soit, ce n'est pas moi qui déciderai. J'ai des collaborateurs avec moi. C'est l'homme politique, ça. C'est la réponse. Non, c'est l'homme politique. Rapidement, vous disiez simplement. Voilà, faut déranger. Le docteur ne réagira pas. Faut déranger pour arranger. La caution est normale et moi, je suis prêt à payer la caution du général Mamadi Doumbouya au cas où il se présentait. Au cas où il se présentait. Ok, on a compris tout ça. Docteur, merci d'être venu sur le plateau du Grand Angle. J'espère que vous avez trouvé du plaisir. Un grand plaisir. J'aimerais revenir plus fréquemment parce que ça nous fait plaisir aussi de vous recevoir. Ça n'a fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à toute l'équipe mobilisée autour de Alkali Mohamed Keita qui nous a encore aidé aujourd'hui à produire ce numéro de Grand Angle. Merci à vous quatre d'être venus. Safiatou qui a signé son retour ce mercredi sur le plateau. Vous nous suivez à l'étranger, visitez notre pays. La Guinée est riche dans toutes les dimensions possibles. Portez-vous bien. Ciao.